Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Suisse, bientôt à l'enfer. Désolée encore pour ce petit retard. Honnêtement, je ne pensais pas de vous voir si nombreuses. C'est bien de savoir qu'il il est toujours à la mode. En fait, vous le savez, 700 ans de la Divina Commedia, donc qui a été en fait mis en scène par toute forme d'art et évidemment aussi dans le cinéma depuis le début jusqu'à la bande dessinée et même les video games ces dernières années. Je viens de découvrir, je ne suis pas très jeu vidéo, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de video games aussi inspirés surtout de l'enfer, de Dante bien évidemment. Et cette projection en fait elle nous a été suggérée par nos complices de l'université de Lausanne, Gabrielle Boucki et Valentine Robert, que vous connaissez sûrement, parce qu'elle, en particulier, elle est spécialiste du cinéma de premier temps et des tableaux vivants. Donc, merci à vous deux d'être là, de nous avoir suggéré de proposer ce film, qui est le premier long métrage, ou un des premiers films, parce qu'on ne sait jamais avec le cinéma muet italien, en tout cas, le premier qui raconte l'enfer dantesco. Et en fait, c'est une très belle restauration assez récente de la Cineteca de Bologne qu'on profite de remercier pour nous l'avoir mise à disposition. Et je laisse tout de suite la parole à Valentine et à Gabriele pour leur présentation. Bienvenue en tout cas, merci. Merci beaucoup, Kika. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je vais prendre la parole juste pour donner un peu la structure de notre présentation. On va vous donner quelques éléments de présentation de ce chef-d'œuvre du cinéma muet qui est l'Inferno. Et Valentine Robert va commencer et puis moi je vais dire quelques mots sur les rapports au poème de Dante. Alors je vais... Pardon ? Plus de piano. Ce sera la musique de Marco Dal Pane ou Dal Piano. Alors, en fait, excusez-moi, je le dis tout de suite. Non, il n'y a pas de piano ce soir. On fait habituellement aussi des films muets accompagnés notamment par Enrico Camponovo. Mais en fait, on a décidé ensemble avec Valentine et Gabriele de garder en fait la version qui a été mise en musique par un musicien qui travaille avec la Cineteca de Bologne, qui est un compositeur qui travaille beaucoup sur la musique contemporaine et électronique. C'est très beau et donc on trouvait que ça faisait tout à fait du sens de vous présenter l'œuvre comme la Cineteca de Bologne l'a en fait conçue avec cet accompagnement musical. Merci. Alors je vais tout de suite commencer par remercier, faire tous les remerciements par rapport à l'aubaine de voir ce film ce soir, et à commencer par Kika Bergonzi, directrice adjointe de la Cinémathèque Suisse, qui a accepté ce projet. Également Regina Bulsterli, responsable de la programmation, qui a permis de faire venir cette copie de la Cinémathèque de Bologne. Mathieu Poget, qui nous a suivis dans la rédaction du bulletin et de la manière de vous décrire et de vous faire envie le plus possible pour venir. Ça a pas mal marché, on dirait. Et puis aussi Rolf Schulz, qui est derrière la vitre là-haut et qui s'occupe de la projection, le projectionniste. Merci à vous de nous épauler. Vous êtes le grand organisateur finalement de ce film. Je vais aussi remercier Gabriele Boucki puisque c'est lui qui a eu l'initiative de cette projection. Il m'a dit: est-ce que tu connais ce film? Il y a les 700 ans dedans. J'ai dit bien sûr je connais ce film, formidable, faisons ça ensemble. Et donc je vais aussi remercier dans le cadre dans lequel on s'est connus, parce que bon, nous nous sommes connus grâce au Centre d'études théâtrales de l'Université de Lausanne qui vient d'être inauguré et dont la directrice est présente parmi nous ce soir. Et donc voilà, c'est grâce à ces belles collaborations à l'Université de Lausanne qu'on a pu mettre ça en place. Et donc voilà, on va commencer. La première chose à dire sur ce film, c'est qu'il a marqué l'histoire du cinéma. Et par extension, l'histoire et le retentissement de l'œuvre de Dante en Italie et dans le monde entier.
L'impact est immédiat et en fait dans les annonces américaines du film, donc quelques mois après la sortie européenne, déjà on peut lire la promotion en tant que film classique par excellence, l'effort le plus prodigieux dans l'histoire du cinéma. Ce film est plus qu'un film de luxe, c'est une catégorie en soi, marquant une époque dans le développement du cinéma. Donc on mesure l'ambition culturelle du film à l'aune de cette promotion d'enfer. Oui, alors on n'est pas... C'est pas privé de jeu de mots évidemment, désolé. Et donc la presse va suivre ce mouvement-là, parce qu'on peut se dire que toutes les affiches promotionnelles maniaient ce discours-là, mais la réception rejoint vraiment très directement les discours de promotion. Et donc, par exemple, cette affiche cite quelques critiques dithyrambiques, comme celle du Los Angeles Herald qui clame qu'il s'agit du plus grand accomplissement du monde cinématographique à ce jour, ou du Montréal Tribune qui se demande comment de telles scènes ont été rendues possibles pour la photographie. Chaque tableau, chaque plan est parfait du point de vue artistique. Donc ce terme artistique est important parce que c'est un poncif et il surgit dans presque chaque commentaire de promotion ou de réception. Notamment ici, tout en haut de l'affiche, on annonce un film qui est destiné à établir la cinématographie comme l'un des beaux-arts. Et en fait, il y a même une rumeur qui plane autour de ce film, qui postule que c'est à l'occasion de sa présentation à Paris en mars 1911 que pour la première fois, on aurait parlé de cinéma sous le nom de 7e art. Alors, j'ai un peu enquêté et j'ai bien trouvé dans le Ciné-Journal la trace d'une présentation du film qui a eu lieu le 29 mars 1911 à Paris, à l'École des Hautes Études, ce qui donne déjà un cadre culturel, intellectuel, éducatif bien particulier. Et ce film a été présenté par Ricciotto Canudo, dont vous admirez ici le meilleur profil. Canudo, qui est en effet connu pour être à l'origine de l'expression 7e art. C'est lui qui proclame, qui revendique cette expression, qui publie un manifeste du 7e art, une gazette des 7 arts. Sauf que c'est un peu plus tardif, c'est seulement depuis 1919 qu'il parle de 7e art. Avant ça, en fait, il parlait non pas de 7e art, mais de 6e art. Alors c'est assez cocasse. Disons que c'est seulement après la Première Guerre mondiale qu'il va changer son décompte et il va inclure la danse. Par ailleurs, on ne trouve pas de trace écrite de l'admiration de Canudo pour le film L'Enfer. Le film n'a pas gardé une place majeure dans ses écrits. Néanmoins, il semble bien que c'est cette séance à l'École des Hautes Études qui précède tous les textes de Canudo sur le cinéma et qui inaugure cette formule du 6e et bientôt 7e art, et que L'Enfer il soit décrit certes pas comme son accomplissement, mais comme ouvrant la voie, disons, vers un idéal artistique du cinéma. Et donc, en tous les cas, L'Enfer est bel et bien emblématique d'une conception du cinéma qui émerge à l'aube des années 10 et qui consiste à envisager le cinéma comme un art, ce qui n'était pas encore acquis. Et pas n'importe quel art, mais l'art par excellence qui peut tous les englober. Donc quand Canudo parle de 6e ou 7e art, c'est en suivant un décompte un peu exponentiel, c'est-à-dire que si c'est le 7e art, c'est qu'il englobe et il contient les 6 autres. Suivant l'idée du film qui atteint une œuvre d'art totale, le Gesamtkunstwerk accompli. Et ça se traduit à l'époque dans la production de ce qui s'appelait alors explicitement des films d'art, des séries d'art, des films artistiques. Donc toutes les maisons de production proclament ouvertement leur velléité de légitimation artistique en faisant travailler sur les films des artistes. Ils prennent des artistes qui appartiennent à tous les champs. Et donc on voit des scénarios inspirés par des grandes œuvres littéraires ou conçus par des écrivains reconnus dans des mises en scène qui réunissent des acteurs de théâtre célèbres, des metteurs en scène et des danseurs professionnels, des décorateurs d'opéra, etc., etc. Tout ça est encore distribué avec des partitions créées par des compositeurs musicaux, comme ce soir. Hein, vous avez un compositeur, mais actuel. Et donc la Milano Film, qui produit L'Enfer, s'inscrit dans ce mouvement et annonce bien ses productions comme des films de grand art. Et en fait, elle va bien jouer un rôle central dans le développement historique du cinéma italien, puisque le cinéma italien, entre 1910 et 1914, va atteindre des sommets mondiaux de production et de commercialisation, peu avant que les studios américains ne prennent le pouvoir sur le marché international. Donc c'est ce moment-là. Et donc L'Enfer cite dans son générique non seulement Dante, on peut noter qu'en anglais, c'est intéressant, le titre officiel du film c'est Dante's Inferno, donc on rend le nom de Dante indissociable du film et on garde le mot Inferno en italien, on ne le traduit pas en anglais. Mais en plus de Dante, le générique du film cite et réunit Francesco Bertolini, qui était décorateur d'opéra, Adolfo Padovan, qui était écrivain et érudit, spécialiste d'épigraphie latine et qui a notamment écrit sur Dante. Aussi Giuseppe de Liguoro, qui est cité comme un simple acteur, qui sont nommés artistes,
Mais en réalité, il est aussi metteur en scène, il fait vraiment de la direction d'acteur. C'est une sorte d'équivalent du réalisateur actuel. Et par ailleurs, il est comte lui-même. Et donc il joue le comte Ugolin tout en étant lui-même comte. Et il y a la Milano Film est vraiment une société d'aristocrates qui veulent vraiment, qui ont beaucoup d'argent et qui vont les investir. La création du film a duré 3 ans. Et déjà en 1909, 2 ans avant la sortie officielle, le film n'est pas encore terminé, mais il va participer en concours et gagner le premier prix au concours international du cinématographe de cinématographie de Milan, ce qui est le premier concours du genre. Donc c'est dire si la sortie est attendue et qu'il va en fait se faire copier d'ici là. Et donc quand il sort, c'est le film italien jusqu'alors le plus cher et le plus long. Ce petit encart publicitaire est évocateur des superlatifs, non seulement qualitatifs, mais aussi quantitatifs qui l'accompagnent. On parle de 3000 pieds des plus grandes images jamais créées, 5 grandes bobines, 100 scènes. Et donc ce film est bien considéré comme le premier long métrage italien. Et aux États-Unis, il fait souvent figure de premier film de long métrage diffusé en une seule fois, en une seule séance continue. Donc les films comme La vie de Jésus, La vie de Moïse ou Les Misérables étaient souvent montrés en différentes parties parce qu'on gardait à la séance quelque chose de court. C'était ça le cinéma, c'était vraiment des films courts. Et avec ce film, vraiment, s'imposent comme ça des séances plus longues. Et en réalité, toute la diffusion du film est exceptionnelle. Gustavo Lombardo va mettre en place tout un système de diffusion centralisé par État et déployer une publicité avec des posters de taille inégalée et des annonces illustrées par des photographies du film, comme ce que vous voyez ici, donc sur l'annonce. Et c'est assez oui, ce qu'on voit plus ou moins, je vous promets, c'est une vague photographie du film, mais c'est alors assez inédit. Tout a été fait à la main, et là tout à coup on utilise les photographies dans la promotion, et donc ça éveille l'œil du spectateur et ça lui fait envie. C'est aussi le premier film en Italie à détenir un copyright, autrement dit à avoir été inscrit au registre public de la propriété intellectuelle, au titre donc officiel d'une œuvre d'auteur. Mais cela n'empêche pas le plagiat, au contraire. Et un film avec le même titre et suivant le même principe d'adaptation de l'enfer, suivant vraiment des images très similaires, sort 2 mois avant notre version. Donc il le coiffe au poteau. Il sort avant. Bon, c'est un film de 14 minutes. Le film est conçu par Helios Film. C'est un pur plagiat pour récupérer vraiment le succès du concurrent. Ça se faisait beaucoup à l'époque. On parlait du cinéma des premiers temps volontiers comme l'industrie de la copie. Et c'est vraiment très intéressant à comparer. On le fait pas, on vous laisse le faire. C'est disponible sur YouTube. Donc quand vous rentrerez à la maison, vous aurez dans la tête le film que vous aurez vu ici. Allez voir, c'est assez drôle de voir les mêmes scènes avec moins de budget, avec d'autres acteurs, un peu plus filmés de manière un petit peu plus serrée, justement, parce qu'il y a moins de figurants. Mais n'empêche, ça se ressemble bien, et c'est un diable qui n'a pas à rougir de la comparaison avec Liguori. Un autre élément important de la diffusion du film de la Milano Film, c'est que c'est un film qui n'est pas seulement accompagné de musique, mais de conférences, de lectures. On revendique dans les projections le fait qu'il y avait des conférenciers qui lisaient, qui expliquaient les intertitres. Et donc, pour tout un chacun qui ne saurait pas lire, avait toujours les intertitres lus et diffusés dans la salle. Ça pouvait être un spécialiste de Dante, comme ici, ou ça pouvait être une prima donna, soprano, etc., comme Rose Ivy. Le but était vraiment de rendre accessible le poème à tous, et c'est vraiment stipulé dans les publicités. L'Enfer de Dante est désormais accessible à tous, notamment grâce à une lecture dramatique, explicative, qui accompagne le film. Et donc, c'est intéressant qu'en plus de vanter la magnificence artistique ou la longueur exceptionnelle du film, on vante aussi vraiment son caractère éducatif de la production. Et donc Gabriel Ebouki va nous faire notre éducation de Dante. Alors, effectivement, bien que les protagonistes de ces films, ceux qui l'ont financé et réalisé, étaient plutôt issus des classes aisées, notamment de l'aristocratie, le souci d'éducation et de faire connaître Dante à un public encore plus large
était réel. Et Dante est évidemment depuis 50 ans, en tout cas, au centre de et plus même au centre de la culture italienne, au centre de l'imaginaire aussi populaire italien, peut-être on peut dire même depuis les origines. Mais le film qu'on va voir ce soir arrive un peu à la fin d'un grand processus qui commence avec le romantisme, de mise en valeur du dramatisme de Dante, qui devient un peu romantisme, le frère de Shakespeare, ou le couple Shakespeare-Dante devient le couple du réalisme, de l'impact dramatique des histoires qu'il raconte. Et ce mouvement qui commence en Allemagne, aussi en Suisse et en Angleterre au XIXe siècle, met en valeur dans Dante ce qu'il y a de plus dramatique et de plus émouvant. Et évidemment, l'enfer est des trois parties du poème, est celle qui suscite le plus ces émotions fortes. Le 19e a aussi toute une histoire de représentation de Dante qui, elle aussi, remonte très, très loin jusqu'à l'enluminure du premier manuscrit de Dante, mais une mise en valeur du dramatisme des épisodes de l'enfer. Nous tous, on a admiré Delacroix et dans plusieurs musées des toiles inspirées de l'enfer de Dante. Ici, un exemple de Dante et Virgile qui regarde Paolo et Francesca. On ne sait pas si Dante est plus méditatif sur l'histoire malheureuse de Francesca ou contemplatif des belles formes de Francesca da Rimini. Il Conte Ugolino, aussi une autre des histoires favoris de la peinture, de l'opéra. Un des premiers essais d'opéra au XVIIe siècle, c'était La plainte du comte Ugolino. Ce n'est pas un opéra, mais presque opéra. Donc, un désir, un souhait de mettre en valeur esthétiquement tout ce qui était les plus dramatique et les plus émouvant, notamment dans l'enfer. Or, évidemment, nous n'avons pas le temps et nous sommes ici pour voir les films, mais une question qu'on peut se poser est qu'est-ce qui reste de Dante dans ces films? Évidemment, ceux qui parmi vous connaissent un peu le poème pourraient être déçus un peu d'une forme, je ne veux pas dire de banalisation, mais d'aplatissement de l'immense poème. Or, pour le dire en quelques mots, je pense que ce qui était difficile ou impossible à traduire dans les figuratifs, ce qui est dans les poèmes essentiels, c'est que Dante est, comme tout Italien le sait, à la fois narrateur et spectateur. C'est l'histoire d'une âme, la Commedia, et qui commence avec des mots qui mettent tout de suite en valeur la dimension mémorielle de la vision et à la fois individuelle et universelle, selon la poétique du Moyen-Âge. Nel mezzo del cammin di nostra vita, je me ritrovai in una selva oscura. Donc, d'emblée, le lecteur entre dans le monde de Dante à travers une histoire qui est une histoire individuelle et une histoire universelle. Toutes les rencontres que Dante fera dans les trois royaumes, l'enfer, le purgatoire et le paradis, sont sous ces paradigmes des rencontres, de l'histoire de Dante, de ses passions, de ses haines, de ses amours, mais aussi d'une histoire qui est universelle. Or, cette voix du narrateur, évidemment, ne passe pas dans les films. Je rappelle juste pour ceux qui sont moins familiers du poème que les voyages de Dante commencent avec l'intervention de Beatrice que vous voyez ici dans les films. Valentine nous parlera après de cette séquence. L'intervention de Beatrice la femme aimée par Dante, qui demande à Virgile de conduire les pèlerins dans un voyage pour retrouver le salut, pour arriver à la contemplation des dieux, mais pour retrouver les saluts perdus de son âme. Et ces voyages vont les conduire jusque de la surface de la Terre à travers les entrailles de la Terre jusqu'à un parcours qui voit Dante rencontrer une série d'années qu'on ne va pas détailler ici, jusqu'à la vision en enfer de Lucifer, qui est plongé dans une sorte de marécage de glace.
Qu'est-ce qui, déjà au XIXe siècle, et dans les films, est mis en valeur dans la forme du récit, d'un récit qu'on pourrait dire enchâssé, un récit dans les récits? C'est les morceaux favoris de l'enfer, monumentalisés par l'école, par la peinture, par l'opéra, dont je vais juste vous donner des éléments pour les repérer. 3 sont les séquences qui esthétiquement aussi sont très différentes du reste du film. 3 séquences qui sont d'autres narrations à l'intérieur du voyage. C'est des narrations faites par d'autres personnages à Dante, mais dans les films, nous les voyons comme autre chose, comme une nouvelle séquence qui commence, tournée à l'intérieur. Paolo et Francesca, peut-être l'épisode le plus célèbre de l'enfer, dans un décor qui pourrait être celui de l'opéra, dans un style un peu troubadour, la mise en scène. Paolo et Francesca, Pierre delle Vigne, un épisode peut-être moins connu et moins illustré, en tout cas dans le grand art romantique. C'est l'histoire d'un ministre de l'empereur Frédéric II, un des plus importants ministres et collaborateurs de Frédéric II, qui, déchu de l'amour de l'empereur, est emprisonné. Et ici, dans l'épisode, Dante ne le raconte pas, mais il est aveuglé et il se suicide. Il est dans les girons des suicides. Et enfin, les comtes ugolins, emprisonnés dans la tour, dans une des tours de Pise, avec ses enfants, traîtres contre sa patrie. Aussi un des morceaux favoris de l'art romantique. Mais je passe la parole à Valentine pour la suite. En fait, l'un des plus puissants moyens de démocratisation et de la manière dont tout ce que nous a dit Gabriele a été connu, ça a été non pas tellement directement le rapport au texte, mais le rapport au texte illustré, et illustré par Gustave Doré. Donc, puisque L'Enfer de Dante connaît une édition illustrée par Gustave Doré en 1861, qui remporte un succès phénoménal et qui vient envahir les foyers. Les 3000 exemplaires imprimés sont très très rapidement épuisés. Et il y a peu d'illustrateurs qui s'étaient confrontés à cette œuvre entière avant lui. Plutôt, on favorisait plutôt justement une seule scène, celle de Francesca et Paolo ou d'autres, une seule vision, une seule créature. Doré, dont Théophile Gautier dira qu'il a, je cite, inventé le climat de l'enfer, déploie cela en une série de 75 gravures sur bois de grand format, qui vont très légitimement et très directement inspirer les premiers plans du cinéma. Et donc l'influence est même très directe, extrêmement directe. Reconsidérons ces affiches du film que je vous ai montrées. Regardez bien. En réalité, ici, il ne s'agit pas des images du film, ce sont des gravures de Gustave Doré, qui sont directement utilisées en guise d'illustration de ces affiches, de ces annonces du film. Et donc, si ces images peuvent nourrir la promotion du film, c'est qu'elles en ont déterminé la production. Le nom de Gustave Doré est très récurrent dans les articles et annonces du film. On parle d'inspiration, d'imitation, de reconstitution. Faithful copy of Doré's famous pictures, but these times, these are in motion. Elles sont en mouvement. Et en effet, ce n'est pas une vague inspiration, mais ce sont vraiment des reproductions extrêmement précises. Le film transpose presque toutes les scènes de Doré en tableau vivant. Et donc, plus que le texte de Doré, c'est une sorte d'adaptation de la version doréenne de Dante. Les intertitres sont comme les légendes des tableaux illustratifs qui prennent ici la première place. Et quelle place ? Donc, on aime aujourd'hui à déplorer les copies en se disant il n'y a pas de créativité, mais vous verrez que c'est un véritable tour de force que de reconstituer au détail près, en tableau vivant, très fidèle, ce panorama infernal complètement surréaliste de Gustave Doré. Et ça va nécessiter de conjuguer des prouesses de mise en scène et de technique. Et donc, pensons par exemple à ces lieux et ces créatures improbables, les glaces de Lucifer, qui prennent soudain vie devant nos yeux. Et donc, on voit ce Lucifer en train de mâcher Judas, et Brutus et Cassius, ces 3 têtes, 3 bouches et 3 traîtres. Donc, des décors
soigneusement reconstitué, vous le voyez. Mais c'est pas seulement de reconstituer des décors, on reconstitue vraiment la composition de l'image et l'éclairage. Vous voyez ici l'éclairage qui vient des profondeurs, hein, qui est vraiment travaillé dans ce film donc de 1909-1911. Doré est connu pour son travail du clair-obscur et qui est parfaitement retravaillé et imité par la Milano Film. Quant aux créatures de cet enfer filmique, ils vont connaître toute une reconstitution, hein, c'est un vrai bestiaire fantastique, qui est bien réincarné par des costumes, des créations matérielles. Et donc ici, vous voyez le cerbère à 3 têtes ou les démons avec ses ailes de chauve-souris, vous allez voir s'envoler un petit peu artisanalement. Et alors si certaines de ces créatures sont plus de l'ordre de l'imaginaire infernal collectif, comme ces figures à la tête retournée qui appartiennent à toute une iconographie démoniaque et à une tradition cinématographique qui pourrait s'étendre jusqu'à l'exorciste, eh bien, les créatures sûrement les plus stupéfiantes sont celles que la Milano Film a rigoureusement matérialisées d'après Doré. Pensons à Gérion, cette sorte de dragon qui a bien une tête d'homme et qui va bien prendre sur son dos Dante et Virgile pour voler au bout de cette petite corde métallique presque invisible, hein, que vous distinguez. Pensons au fameux céphalophore Bertrand de Born. Donc l'effet spécial est assez simple. On a mis un sac de velours noir et puis une robe de velours noir à 2 acteurs qui se suivent. C'est assez simple, mais c'est extrêmement convaincant, vous allez le voir, qui permet cette amputation vivante. Pensons aussi à Minos, dont on rejoue le statut triomphal et dominateur en jouant d'effets d'avant-plan, qui le grandissent à l'œil du spectateur. Vous serez sûrement frappé par la nudité des corps, qui était une constante des représentations picturales. Notamment par exemple dans cette toile de Bouguereau. Ici, cette toile est en fait aussi grande que cet écran, c'est extrêmement impressionnant. Et donc l'enfer devient une sorte de prétexte à une étude exaltée des corps dans chacun de ses muscles. Et cette nudité plurielle et presque complète donne vraiment au film une dimension incarnée extrêmement impressionnante jusqu'à aujourd'hui. Et à cette concrétude des corps, il y a celle des paysages. Un grand coup du film, ça a été de tourner en décor naturel dans les Abruzzes, ce qui donne un caractère proprement gigantesque et vertigineux et d'autant plus d'authenticité à cet enfer aride et escarpé. Donc les paysages ont quelque chose de sublime, typiquement romantique, et encouragent souvent la caméra, vous allez le voir, à pivoter. Pour tenter de saisir l'étendue du spectacle. Donc on n'a pas une caméra totalement fixe, on a une caméra qui va souvent pivoter un peu pour nous montrer l'étendue admirable de la scène. Et donc on a des mouvements de caméra légers, on a aussi des recadrages vers l'avant qui nous permettent de mieux voir certaines créatures comme donc on a des effets de zoom bien sympathiques sur Lucifer ou justement sur le céphalophore. Donc ces décors naturels donnent aux figures dantesques un relief, une crédibilité saisissante, d'autant qu'il y a tout un jeu de fumée qui vient les habiller en plus des accessoires et des pièces de décor artificielles qui sont ajoutées. Certains décors prennent littéralement feu, véritable flamme de l'enfer. Et devant cette image flamboyante, je dis juste un mot des couleurs, puisqu'on est toujours étonné et admirable de ces couleurs. Donc la restauration des virages et des teintages de l'époque, il faut savoir la restauration s'est faite sur la base de 14 copies, dont souvent qui étaient lacunaires. Parmi ces 14 copies, il y en avait 5 qui étaient encore coloriées, et il y en a une seule qui a pu être datée de 1911, et dont les couleurs étaient donc originales. Et c'est à partir de celle-là que tout s'est fait, tout s'est calculé pour justement créer comme ça les couleurs de tout le film. Donc c'était lacunaire, donc il y a vraiment des scènes qui sont dans le teintage, le virage original, et puis il y a les autres où ils ont deviné avec justement les autres copies, etc. Après les codes couleurs, de quelle couleur ça pouvait être. Mais c'est extrêmement impressionnant aussi par ces couleurs. Et il y a l'une des visions la plus impressionnante peut-être de Gustave Doré qui a été vraiment concrétisée. Il s'agit des nuées d'âmes damnées, hein, les luxurieux qui tournoient dans les cieux autour de Dante et Virgile, et parmi lesquels surgissent Francesca et Paolo. Et vous allez voir, l'effet filmique est assez
étrange. C'est des surimpressions multiples et glissées. Les corps sont déplacés dans l'image. Il y a un mouvement assez bizarre et ça fait un effet de lanterne magique. Et c'est intéressant parce que ça nous ramène au fait que Doré inspirait déjà des spectacles sur écran avant même le cinéma, puisque dans les spectacles de lanterne magique, il y avait beaucoup de Doré qui étaient mis en mouvement et qui faisaient comme ça des féeries et des diableries et donc tous les spectacles infernaux depuis la nuit des temps utilisent Doré et ces mouvements de figures assez incroyables. Il y a d'autres effets dont je ne parle pas. Je me limite à celui-ci, qui c'est l'auréole sacrée de Béatrice qui envoie Virgile guider son amant. Et alors cet effet lumineux de rayonnement et de tournoiement exceptionnel a gardé secret. C'est-à-dire que Emilio Roncarlo n'a jamais révélé comment il avait fait cette espèce d'hélice lumineuse derrière Béatrice. On peut peut-être dire quelques mots de la dernière image du film. Oui, avant de vous serez peut-être surpris après quand Dante et Virgile, après être descendu et avoir vu, au fond de l'enfer, avoir vu Lucifer, ils remontent à la surface et il y a un magnifique contre-jour. Mais le film ne s'arrête pas. La dernière image n'est pas celle du poème, mais vous serez étonné, comme je l'étais quand j'ai revu le film. Il y a une image qui dit Monument de Dante à 30. Et le mot que Dante utilise pour Homère, pour présenter Homère dans les limbes, Honorate l'altissimo poeta. Ici, évidemment, on parle de Dante. Et en étudiant avec Valentine, on a vu que cette image avait une valeur politique. C'est-à-dire, 30 n'était pas encore italienne à l'époque, en 1911, et c'était une façon de dire monument de Dante est à 30, et le monument existait, 30 est italienne, donc elle sera italienne. Et en 1914, quand le film a été distribué en Autriche, qui était encore un empire, a été censuré. Donc, le film voulait avoir, la dernière image du film n'est pas une image innocente, mais une image qui voulait avoir une force politique, d'engagement politique, et qui pouvait sembler presque une provocation, si bien qu'elle a été enlevée. Alors nous ne prétendrons pas vous inciter à aller aux enfers avec cette projection, avec cette pub plaisamment injurieuse de l'époque. Nous ne prétendrons pas non plus qu'après cela vous ne pêcherez plus, ce qui était écrit sur les façades de Manhattan à l'époque pour inciter les gens à venir voir. Mais ce qui est sûr, c'est que on peut lire cette affiche en disant le poème a existé pendant 600 ans et les images, autrement dit aussi le film, durera pour toujours. Maintenant, on est passé de 600 à 700 ans et le film, on l'espère, va bel et bien durer pour toujours. En tout cas, merci de lui faire bon accueil ce soir. Merci Gabrielle, merci Valentine. Alors pendant qu'on range, il y a peut-être eu un malentendu parce que, à ce qu'il paraît, 24 heures, c'est ça, a annoncé tout autre film, c'est-à-dire le film de Ron Howard, L'Inferno avec Tom Hanks. Vous n'allez pas voir ça. Donc on est bien d'accord que vous allez voir le film de 1911, L'Inferno de Dante. Encore merci, je vous souhaite une très bonne projection et à bientôt à la Cinémathèque. Merci.